Jacques Mesrine, abattu par la police cet après-midi à Paris. Moscou, nouvelles arrestations de dissidents avant les Jeux Olympiques. Les Palestiniens et l'Europe, Yasser Arafat reçu officiellement à Lisbonne. Madame, Monsieur, bonsoir. 15h15 cet après-midi, porte de Clignancourt à Paris. Au milieu de la circulation, une fusillade éclate. Une voiture grise s'immobilise, criblée de balles. À l'intérieur, tué net, Jacques Mesrine et sa compagne, grièvement blessés par les policiers de l'Office central de répression du banditisme qui avaient tendu un véritable guet-apens à celui qui, depuis plus d'1 an et demi, faisait courir et narguait toutes les polices de France. Avant d'aller plus loin, je vous propose de revivre les événements tels qu'ils se sont déroulés chronologiquement cet après-midi, porte de Clignancourt. C'est ici, au milieu de cette place de Clignancourt, que Jacques Mesrine a été abattu. À 15h, sa BMW marron se faufile dans la circulation. 2 camionnettes de déménagement la bloquent à l'avant et à l'arrière. Des rafales de mitraillettes partent de l'arrière de la première camionnette. Jacques Mesrine s'écroule mort sur son volant, sans avoir eu le temps de dégoupiller les grenades qu'il portait sur lui. Les inspecteurs se précipitent, évacuent de la voiture la fiancée de Mesrine, grièvement blessée. 3 quarts d'heure après, le corps de Jacques Mesrine est transporté hors de la BMW. Nous avons relevé 19 impacts de balles sur le pare-brise de la voiture. Les inspecteurs qui le suivaient depuis plusieurs jours n'ont rien laissé au hasard. Oui, rien n'avait été laissé au hasard cet après-midi. Tous les grands patrons de la police étaient là. Monsieur Ducré, patron de la PJ de Paris, le commissaire Broussard de l'anti-gang, et ils ne cachaient pas leur satisfaction. Combien d'hommes? Une trentaine, c'est tout. Une trentaine d'hommes? Il y a combien de temps, commissaire, que vous le suiviez? Vous aurez les détails tout à l'heure les détails. Il n'y a pas eu de bavure? Je vous signale, non, absolument pas, la preuve. C'est bien passé. J'insiste, il y avait les 2 services. Pardon? Il y avait les 2 services OCRB et BRI. Les 19 balles mortelles sont celles de l'OCRB, Office de répression du banditisme, de la BRI, Brigade anti-gang. Les rivalités entre les polices étaient cet après-midi oubliées au milieu d'une foule de policiers, de journalistes et de témoins. Là, j'ai vu quelqu'un sur le volant bien blessé. Je ne savais pas ce qui s'est passé. C'est à ce moment-là que plusieurs voitures civiles se sont arrêtées, ils ont coincé cette BMW et plusieurs jeunes en blouson que je ne savais pas qui c'était. C'est après que je me suis rendu compte, ils avaient tous des brassards. Alors ils se sont mis par terre parce qu'ils croyaient peut-être que le blessé allait avoir des réactions et ils se sont vite levés, ils ont entouré la voiture et à ce moment-là c'était plein de voitures de police, c'était plein, mais auparavant il n'y avait rien d'anormal, il y avait juste un agent de la circulation qui faisait la circulation. 16h, l'odyssée de l'ennemi public numéro 1 est terminée. Souvenez-vous, il y a presque 1 an et demi, Jacques Mesrine s'échappe une nouvelle fois de façon spectaculaire de la prison de la Santé. Et depuis, il narguait toutes les polices de France, recommençant à voler, à prendre en otage et à se comporter, comme il disait, comme un justicier. À plusieurs reprises, les policiers avaient été à 2 doigts de l'arrêter. Et cette fois-ci, ils ne l'ont pas raté. Ils étaient 30 inspecteurs de l'Office central de répression du banditisme et membres de la brigade anti-gang, comme l'a souligné tout à l'heure le commissaire Broussard, sous les ordres du commissaire Bouvier, qui depuis quelques mois avait pris en main toutes ces recherches. Il y a 10 jours, les hommes du commissaire Bouvier avaient assisté à une rencontre entre Mesrine et l'un de ses complices du milieu, Charles Boer, recherché pour trafic de drogue et qui a été aussi arrêté aujourd'hui. Ils ne sont pas intervenus car le contact se passait dans la rue. Mais la filature de Mesrine a permis ensuite de retrouver son domicile il y a 48 heures. Là encore, les policiers ne sont pas intervenus car ils craignaient une prise d'otage. Ils ont donc à ce moment-là décidé d'attendre aujourd'hui. Écoutons le commissaire Bouvier. Et par conséquent, depuis 48 heures, nous étions là tout prêts à intervenir. Lorsqu'au début de l'après-midi, Mesrine est donc sorti et nous ne pouvions pas faire une surveillance trop rapprochée pour n'être pas détectés, tout le dispositif de police a joué et c'est ainsi qu'au milieu de la place de la porte Clignancourt, tout au moins de nombreuses voitures
de nos services ont littéralement encerclé la voiture de Mesrine qui se trouvait avec sa maîtresse. Est-ce que vous avez des précisions sur les moyens utilisés aussi bien à ce moment-là, si vous voulez bien, vous me laissez raconter. À ce moment-là, lorsque Mesrine s'est vu entouré de voitures, il a entrouvert sa portière. Nous savions qu'il avait avec lui des grenades défensives. Et effectivement, les constatations ont permis d'établir qu'il avait dans une sacoche ouverte à ses pieds 2 grenades défensives. À partir de ce moment-là, nous ne pouvions pas le laisser utiliser ces grenades et nous avons été amenés à tirer. N'y avait-il pas un autre moyen que de l'abattre tout de même? Vous êtes tous des tireurs d'élite, là. Je crois vous avoir raconté les conditions dans lesquelles nous sommes intervenus. Nous ne pouvions pas permettre à Mesrine de jeter une grenade et sur nos fonctionnaires et dans la foule. Ce n'était pas possible, d'autant plus que je crois devoir vous rappeler que dans tout ce qu'il a déclaré dans les lettres qu'il vous a adressées, il a annoncé qu'il tirerait sur nous. Lors du dernier procès aux assises et devant la cour et devant tous les journalistes, il s'est adressé au commissaire Broussard pour lui dire la prochaine fois dans la rue, c'est celui qui tirera le premier qui aura raison. Enfin, lors de la tentative de remise de rançon de Dame Martin, il a ouvert le feu sur les voitures de police qui se trouvaient encore à 150 mètres. Nous ne pouvions donc absolument pas permettre que Mesrine recommence. S'il était sorti en levant les mains, la situation aurait été tout à fait différente. Là, il avait les grenades, il avait sur lui un pistolet, chargeur de rechange, et par conséquent, nous ne pouvions pas prendre de risques. À la suite des événements de cet après-midi, le Premier ministre a demandé au ministre de l'Intérieur de transmettre ses félicitations aux policiers et aux gendarmes qui ont participé à la recherche de Jacques Mesrine. Monsieur Bonnet, lui, avait tenu, vous venez de l'entendre, à ce que ce soit Monsieur Bouvier lui-même qui explique aux journalistes comment il avait organisé ses recherches. Pour en revenir à l'affaire proprement dite, si pendant longtemps Jacques Mesrine avait pu échapper aux recherches, c'est que l'action des policiers et des gendarmes dépendant de plusieurs directions, de plusieurs services qui souvent s'ignoraient. C'est pour cette raison qu'il y a quelques mois, le commissaire Bouvier avait été chargé de coordonner l'ensemble des recherches et c'est sans doute en grande partie grâce à cette décision que l'on a pu arriver à la conclusion d'aujourd'hui. C'est en 1961, souvenez-vous, il y a presque 20 ans que Jacques Mesrine commençait sa carrière de gangster, si je puis dire. 20 années de meurtre, de cavale, de hold-up qui avait fait de cet homme de 36 ans un bandit vraiment pas comme les autres. C'est en mars 1962, à 26 ans, que Jacques Mesrine fait son entrée dans les annales judiciaires pour un banal cambriolage qui lui vaut 18 mois de prison. Une fois libéré, il retournera bientôt à la délinquance avec des ambitions décuplées. Hold-up, pillage d'appartements et braquage dans les banques, premier règlement de compte, Mesrine dira lui-même qu'il est devenu un tueur sans remords et sans regret. Traqué en France, il court sa chance au Canada. Après une courte tentative de retour au travail honnête, il enlève son ancien employeur. Il n'arrivera pas à toucher la rançon à cause de la défaillance d'un complice, mais le voilà hissé parmi les grands du banditisme international. Il est pourtant arrêté 2 ans plus tard, en 71. Alors, nouveau coup d'éclat. Il réussit à s'évader de la prison de haute sécurité de Montréal avec 5 autres détenus. Puis il pousse l'audace jusqu'à attaquer ce même pénitencier, les armes à la main, pour tenter de libérer les amis qu'il s'y était fait. C'est un échec, mais après cette action sans précédent, le cas Mesrine est posé. Il n'est pas un truand ordinaire. Septembre 72, 2 gardes-chasse sont tués dans la forêt québécoise. Ce sont les 2 seuls meurtres officiellement attribués à Mesrine. Il rentre en France, où en mars 73, il est arrêté. On ne le gardera que 3 mois. Il avait préparé d'avance les moyens de son évasion. Des armes cachées au palais de justice de Compiègne lui permettent de prendre en otage le président du tribunal. Il réussit à s'enfuir. Il est maintenant l'ennemi public numéro 1. 3 mois de liberté seulement, le 28 septembre 73, la brigade anti-gang le cueille au gîte à Paris. Il offre le champagne au commissaire Broussard, une des rares personnes qu'il dit respecter et qu'il désigne volontiers comme un grand flic.
Pendant la longue instruction de son procès, 3 ans et demi, il écrit un livre, L'instinct de mort, où il revendique 39 meurtres, alors même qu'il n'est pas encore jugé. Gros succès de vente, la justice fait bloquer les droits d'auteur, plus de 500 000 francs au total. 19 mai 1977, Jacques Mézerine est condamné à 20 ans de réclusion criminelle après un procès de 14 jours. Le voilà à la Santé, la prison dont on ne s'évade pas. Il est placé dans un QHS, quartier de haute sécurité, réservé aux grands criminels réputés dangereux. Oui, mais pour 1 an seulement. Le 8 mai 1978, la prison de la Santé perd sa réputation. Mézerine s'évade du QHS avec son ami François Besse. Un 3e compagnon d'évasion, Carman Rive, est tué sur place au coin de la rue de la Santé. Ils avaient la casquette et puis ils avaient cette espèce de blouson comme les matons. Il paraît que j'ai discuté avec le plus dangereux. On m'a dit qu'on voit que je reviens de loin. Le plus dangereux, comment il s'appelait? Mézerine. Mézerine, oui, c'est celui-là. Hein. Mais pas fallait faire d'un mec qui était vachement dangereux. Des armes et tout un matériel avaient été cachés dans le parloir du QHS. Mézerine a donc bénéficié de complicités multiples. 10 jours plus tard, hold-up au casino de Deauville. Mézerine est blessé d'une balle à la hanche. En juin, il vide la caisse de la Société Générale au Rincy. Il avait d'abord pris en otage chez lui, à son domicile, le fondé de pouvoir et l'avait contraint à l'accompagner jusqu'à la banque. Il nous a dit qu'il ne voulait pas de mal, qu'il voulait simplement de l'argent, mais pas d'ici, ni à nous, il voulait de l'argent dans la banque. Novembre 78, prise d'otage manquée chez M. Petit, président de la cour d'assises de Paris, c'est pour protester contre l'existence des quartiers de haute sécurité dans les prisons où l'on transforme, dit-il, des hommes en fauves. En juin, enlèvement d'Henri Lelièvre, l'octogénaire milliardaire de la Sarthe. Mézerine le libère le 28 juillet contre une rançon de 6 millions. Il a désormais les poches pleines. Un autre en profiterait pour tenter de disparaître, pas lui. Le 10 septembre 1979, il accepte un rendez-vous avec Jacques Tillier, journaliste à Minute. Près de Creil, dans une carrière désaffectée, il le blesse de 3 balles. Il écrit aux journaux « J'ai voulu punir Tillier ». Par ses écrits, par ses messages ou ses menaces aux journaux, les interviews données, ses déclarations lors de son procès, il a veillé à construire son personnage, à nourrir sa légende. Mais saura-t-on jamais le ressort secret de cette vie errante, courageuse sans doute, mais bâtie sur le crime et en définitive gâchée? Une réponse est peut-être donnée par le titre du récit qu'il en a fait, L'instinct de mort. Jacques Mézerine est donc mort cet après-midi, abattu par des policiers. C'est d'ailleurs comme cela qu'il décrivait sa mort dans le livre qu'il avait écrit en prison. Certains le considéraient comme une sorte de Robin des Bois des temps modernes, d'autres comme un vulgaire gangster, un criminel. Cela dit, ce soir, quoi que l'on ait pu penser de Jacques Mézerine, c'est la fin d'une légende, Paul Lefebvre. Oui, en effet, Mézerine est mort comme il l'avait prévu et comme il était fatal que beaucoup le prévoient. Bien sûr, un certain nombre de policiers disaient qu'il serait préférable de le prendre vivant afin qu'un grand procès public en cour d'assises puisse mieux concrétiser la réussite de la police, pourquoi pas la revanche d'hommes que Mézerine a largement bafoués. Et avant que ne se lèvent d'inévitables querelles les sommations, il est juste de rappeler que l'interpellation au milieu d'une foule d'un homme comme Mézerine, parfaitement déterminé à ne pas retourner en prison, soulevait quelques durs problèmes de sécurité pour les passants. C'est donc la fin d'un mythe, mais pas celle d'un héros de feuilleton. Grand, élégant, doué d'une facilité d'expression et d'un quotient intellectuel largement supérieur à la moyenne de truands, on l'a vu pendant son procès en cour d'assises, Mézerine avait toujours cultivé un côté Robin des Bois du genre « je ne m'attaque qu'aux banques et aux riches », une image qui gommait en quelque sorte d'autres aspects plus brutaux et moins désintéressés de son caractère. Mais c'était aussi une image qui flattait, il faut le dire, le goût un peu frondeur des Français qui emmènent leurs enfants voir Guignol battre les gendarmes en oubliant l'assassin. Mézerine n'était pas un héros, pas non plus le tueur pervers qui tue pour le plaisir. Il était devenu en quelque sorte la démonstration vivante de la question que se posent toujours les criminologues. Mais pourquoi un homme que rien ne prédispose au crime devient-il criminel? La démonstration aussi d'une faille dans l'efficacité d'une police qui, c'est vrai, a beaucoup de choses à faire avec des moyens plutôt limités. Mézerine démontrait au grand jour l'absence d'un certain nombre de priorités en hommes et en matériel. Et c'est parce que ces priorités ont enfin été reconnues que Mézerine a perdu la partie. Si on s'en souvient, Mézerine au moins aura servi à quelque chose. Nous reviendrons bien sûr en détail sur cette affaire Mézerine dans notre dernière édition ce soir présentée par Paul Ama.
Le Premier ministre du Québec, M. René Lévesque, va demander par référendum aux Québécois de le mandater pour négocier avec le gouvernement fédéral la souveraineté de la province qui resterait tout de même associée avec le Canada. Une proposition qui provoque une réaction immédiate ce soir du Premier ministre, M. Clark, qui déclare n'avoir aucunement l'intention de discuter de cette proposition avec M. Lévesque, tout au moins sur les bases actuelles. Je vous l'annonçais hier soir, 3 dissidents soviétiques ont été arrêtés dans la capitale de l'URSS, Moscou. Selon le témoignage de cette réfugiée russe que vous allez entendre et qui était en relation avec les personnes arrêtées, ces décisions des autorités soviétiques marquent le début d'une purge visant à faire en quelque sorte le vide de contestataires dans Moscou avant les Jeux Olympiques de l'été prochain. Nous avons attendu des arrestations. Nous ne savions pas qui sera arrêté, mais c'est une sorte de purge devant les Jeux Olympiques. Et je pense qu'il y a aussi une raison. Tous les 3 personnes arrêtées, donc Velikanova, le père Gleb Yakunin et Antanas Terlatskas, sont des personnes qui n'avaient pas d'envie d'émigrer. Donc on ne pourrait pas les comprendre d'émigrer. Donc il fallait les éliminer par l'arrestation. Mais est-ce qu'à votre avis, une pression internationale peut influer les autorités soviétiques? Je voudrais espérer. Je ne peux pas dire que... Il faut, bien sûr, il faut faire la campagne de publicité de l'opinion publique, etc. Mais est-ce que cela peut changer quelque chose ou pas? Oui, oui. Peut-être on peut éviter des autres arrestations. Parce que je suis sûre que ces 3 arrestations n'est qu'un début de cette purge. Au lendemain du 25e anniversaire de la révolution algérienne, M. Giscard d'Estaing a transmis un message au président Chadli. Pour le chef de l'État français, le dialogue entre les 2 pays doit se renforcer ainsi que la coopération à laquelle une impulsion nouvelle doit être donnée. La véritable vedette de ces cérémonies d'Alger aura été M. Yasser Arafat, le leader palestinien, qui a profité de ce séjour pour relancer son offensive diplomatique qui semble être la nouvelle tactique adoptée par l'OLP. En effet, la nuit dernière, dans la capitale algérienne, M. Arafat a participé à un sommet du Front de la Fermeté regroupant les pays arabes hostiles aux accords entre l'Égypte et Israël. Ensuite, poursuivant sa démarche vers l'Europe, il a rencontré M. Georges Marchais, qui, au nom du Parti communiste français, a réaffirmé le désir du PC de voir le gouvernement français inviter Yasser Arafat. Et puis enfin, le leader de l'OLP s'est envolé pour Lisbonne. Bruno Albin. Yasser Arafat à son arrivée à Lisbonne, le président de l'OLP s'apprête à tisser un fil supplémentaire dans la toile d'araignée diplomatique déployée depuis quelques mois par l'organisation palestinienne. Le but, renforcer la représentativité de l'OLP en Europe occidentale. D'ailleurs, si Yasser Arafat était officiellement attendu par les organisateurs d'une conférence mondiale de solidarité avec le peuple arabe sur le thème de la Palestine, ce sont bien les conversations avec les responsables politiques portugais qui constituent l'essentiel de son activité à Lisbonne. Ici, avec le Premier ministre, Mme Lourdes Pitasilgo, et peut-être avec le président de la République, Ramalho Yanesh, qu'il pourrait, dit-on, rencontrer avant son départ de Lisbonne dimanche, Yasser Arafat posera des jalons en vue de l'installation dans la capitale portugaise d'une nouvelle représentation de l'OLP. Les rencontres avec le socialiste Mário Soares et aussi avec le communiste Álvaro Cunhal viennent s'ajouter au rendez-vous que Yasser Arafat avait déjà honoré à Vienne et ici à Madrid en septembre dernier, répondant ainsi à un souci primordial, celui d'occuper au mieux et de la façon la plus large qui soit la scène diplomatique. Oui, dernière précision à apporter à ce sujet, notons que la France n'a toujours pas dit son intention d'inviter M. Yasser Arafat officiellement en France. Le ton monte en Israël après la décision du gouvernement hier d'accepter le démantèlement d'une colonie sauvage de Cisjordanie. L'un des ministres de M. Begin, M. Sharon, hostile au démantèlement de ce village, affirme aujourd'hui dans une interview que tout risque de confrontation entre militaires chargés d'exécuter l'ordre et les pionniers du village n'est pas à exclure. Vous avez d'ailleurs vu la vie de ce village et ses habitants hier soir dans ce journal.
En Bolivie, après le coup d'État d'hier, le nouveau gouvernement militaire a prêté serment. L'état de siège a été instauré et le colonel Bush, auteur du coup d'État, a annoncé qu'il s'apprêtait à convoquer une assemblée constituante. J'ajouterai à cela 2 dépêches qui viennent de tomber. D'abord, des barricades ont été élevées aujourd'hui à La Paz par des jeunes étudiants, mais elles ont été dispersées par la police. Et une nouvelle encore plus importante pour l'avenir économique de ce pays, suspension décidée ce soir à Washington de l'aide économique et militaire américaine à la Bolivie. Au Laos, des troupes vietnamiennes font route vers la frontière chinoise pour contrer une éventuelle offensive de Pékin. Dans ce climat de guerre, le président en exil de l'ex-Kampuchéa démocratique a envoyé une lettre au prince Norodom Sihanouk pour lui proposer de devenir président de la République. Parallèlement à ces manœuvres diplomatiques, l'Assemblée des Nations Unies s'apprête à ouvrir un débat sur l'aide humanitaire que le monde peut apporter à ces millions d'hommes, de femmes et d'enfants qui meurent de faim. Une réunion qui s'annonce difficile, car l'URSS, la Chine, le Vietnam et le nouveau régime de Phnom Penh seront présents. Autant dire qu'il sera très difficile d'éviter la politique et voire la polémique. C'est pourtant ce que voudrait le ministre des Affaires étrangères, M. Jean-François Poncet. Invité à l'antenne de midi, le ministre a précisé les chiffres de l'aide de la France et de l'Europe au peuple cambodgien. Le secrétaire général des Nations Unies a fait des évaluations. Et l'Europe s'est réunie à la demande de la France pour apporter une réponse commune. Je peux vous dire que cette réponse sera de l'ordre de la moitié de tout ce qui est demandé. C'est-à-dire, si on parle... C'est-à-dire qu'il y a 110 millions de dollars et l'Europe apportera en gros 55 millions de dollars sur la table. À quoi, naturellement, la France ajoutera une aide bilatérale complémentaire dans un certain nombre de domaines. C'est le premier point. Le second point, qui est plus important que le premier, c'est celui de l'acheminement et de la distribution d'aide. C'est ça qui est crucial, c'est ça qui est difficile. Et ce que je demanderais, c'est que tous les moyens de transport soient employés. L'avion, ce qui est déjà le cas, mais avec l'ouverture à la circulation aérienne humanitaire de nouveaux aérodromes, le fleuve, le Mékong, la mer naturellement pour arriver. Et je pense que si il devait apparaître que la situation est trop critique et que l'acheminement des aides est trop lent, alors je pense que la communauté internationale, avec naturellement l'accord des partis sur le terrain, devrait envisager l'hypothèse de parachutage. À l'occasion de cet entretien, M. Jean-François Poncet a rendu hommage dans un tout autre domaine à M. Robert Boulin, qui était, je cite M. Poncet, dans le gouvernement l'un des plus compétents, l'un des plus capables et des plus courtois et d'une honnêteté irréprochable. C'est pourquoi, a ajouté le ministre, sa disparition me bouleverse. De là à dire, je cite toujours M. François Poncet, qu'il y ait une crise politique ou une crise de société, je crois que c'est tout à fait excessif. Fin de citation. Les obsèques du ministre du Travail auront lieu demain dans son village natal. Le président de la République sera représenté par M. Jacques Valls, secrétaire général de l'Élysée, et M. Raymond Barre, Premier ministre, représentera le gouvernement. Ce matin, la dépouille mortelle de l'ancien ministre du Travail avait été transportée par avion jusqu'à Libourne, dont il était le maire. Jean-Michel Mercurol. Une brève cérémonie tôt ce matin sur l'aéroport militaire de Villacoublay pour rendre les honneurs au ministre disparu. 4 membres du gouvernement y assistaient, Alain Peyrefitte, garde des Sceaux, Jean-Philippe Leca, ministre de la Culture, et 2 secrétaires d'État, Jean-Pierre Proutot et Jean Farge. La fille de M. Boulin, son gendre et quelques proches amis du ministre du Travail devaient ensuite prendre place à bord du Nord 262 qui ramenait vers Bordeaux la dépouille mortelle. Sur l'aéroport de Mérignac, le conseil municipal de Libourne au grand complet était venu saluer son maire. Puis le cercueil, drapé de tricolore, est transporté à Libourne où attend déjà une foule nombreuse et il est exposé dans une chapelle ardente à l'hôtel de ville. Plusieurs milliers de Libournais ont alors rendu un dernier hommage silencieux à celui qu'ils avaient porté pendant 20 ans à la tête des destinées de leur ville et qui était aussi leur député. À Libourne, la consternation est telle qu'on a encore du mal à imaginer le suicide de Robert Boulin, un homme dont on dit il était si équilibré, si joyeux, si combatif. La dépouille de Robert Boulin repose ce soir à Villandreau, où ses obsèques auront lieu demain. Dernière information ce soir à propos de cette affaire. Le procureur de la République de Paris a été chargé de l'enquête ordonnée par le garde des Sceaux, M. Peyrefitte, sur l'éventuelle violation du secret de l'instruction dénoncée par la lettre de M. Robert Boulin. C'est ce qu'on indique ce soir dans un communiqué de la chancellerie.
Et puis ce soir, dernière chose, dans notre dernière édition, tout de suite après l'émission Apostrophe, Alain Duhamel consacrera sa chronique hebdomadaire justement à cette affaire Robert Boulin. Situation confuse à Belfort dans le conflit Alstom. L'usine est toujours occupée. Malgré cela, la commission de conciliation s'est réunie cet après-midi. Enfin, une manifestation a eu lieu dans les rues de la ville et une délégation a été reçue par le préfet. Et puis, on m'indique à l'instant que demain, normalement, des négociations directes devraient commencer entre les patrons d'Alstom Atlantique et les syndicats, ce qui devrait peut-être améliorer les choses. Grève des aiguilleurs du ciel. Le mouvement continue de perturber le trafic aérien en France. Demain, l'aéroport d'Orly risque d'être très sérieusement touché par ces arrêts de travail qui ont lieu selon le système des mouvements tournants, avec ce soir aussi dans cette affaire un communiqué du ministère des Transports qui indique que le mouvement des contrôleurs aériens qui consiste à refuser, je cite le communiqué du ministère des Transports, consiste à refuser les autorisations de décollage est contraire aux lois de la République, c'est ce qu'indique le ministre des Transports, et constitue une faute professionnelle. Cette position du ministère intervient au moment où les organisations syndicales, comme je viens de vous le dire, continuent leur action tout au moins jusqu'à mardi prochain. British Leyland en Angleterre, Chrysler aux États-Unis, deux monstres sacrés de l'automobile mondiale en très graves difficultés vont mettre en œuvre des plans de sauvetage qui, par leur originalité, constituent dans chacun des deux pays un événement sans précédent. Pierre-Marie Thiavi. Austin Morris, Jaguar, Daimler, Rover, Triumph, MG, l'ensemble du seul grand groupe automobile britannique est en plein naufrage. Pour sauver ce qui peut encore l'être, son président Michael Edwards réclamait l'application d'un remède de cheval, fermeture totale ou partielle de 13 usines et 25 000 suppressions d'emplois. Les syndicats étaient contre. M. Edwards a alors consulté directement les 150 000 salariés par référendum à bulletin secret. Les ouvriers ont répondu oui à 96% des votants. Ils ont manifestement préféré désavouer leur syndicat que risquer une fermeture totale du groupe. Pour mettre en œuvre son plan, la direction doit encore obtenir une aide publique de 250 millions de livres et négocier avec le personnel, dans ce contexte syndical sans précédent, les 25 000 suppressions d'emplois prévues. Ce ne sera pas facile. Chrysler, déchargé du poids de sa branche européenne, aujourd'hui Talbot, s'est replié sur les États-Unis, mais continue à perdre de l'argent. 460 millions de dollars en 3 mois. À ce rythme, le troisième constructeur américain était condamné sans espoir. Réponse hier du président Carter et de son secrétaire au Trésor William Miller, une série de prêts de 1,5 milliard de dollars garantis par l'État. Bien que cette aide soit subordonnée au financement par la Chrysler elle-même d'un autre 1,5 milliard de dollars, une intervention aussi massive de l'État pour renflouer une entreprise privée est sans précédent aux États-Unis. Le traumatisme économique d'une éventuelle faillite de Chrysler, les inconvénients d'un monopole à deux, Ford, General Motors, et aussi la crainte de 500 000 chômeurs supplémentaires à 1 an des élections, tout cela a sans doute décidé l'administration Carter à payer le prix fort pour ce sauvetage. L'inflation n'est pas une personne, même pas la Chine, où les prix alimentaires, exception faite du riz et des céréales, viennent d'être augmentés de 30% depuis hier. Officiellement, cette mesure vise à réduire l'écart des revenus entre les villes et les campagnes. Elle ne sera compensée que partiellement par une subvention accordée aux ouvriers et aux employés. Les grandes banques ne se battent plus pour acheter de l'or à n'importe quel prix. C'est la première leçon, du moins, que l'on peut tirer de la vente aux enchères de 38 tonnes d'or effectuée par le Trésor américain pour essayer de calmer les cours du métal précieux. Le prix de vente n'a guère dépassé que 72 $ l'once et aujourd'hui, l'or a fléchi, c'était le résultat escompté, sur tous les grands marchés, Londres et Zurich. À Paris, le lingot a perdu 300 francs, ce qui n'est déjà pas si mal. Théâtre, pour terminer ce journal par un souffle culturel. Robert Hossein, qui n'a pas peur des grandes machines, on se souvient de Potemkin, répète en ce moment Danton et Robespierre au Palais des Congrès, une fresque sur la terreur, les droits de l'homme et les conventionnels de 1793 avec 80 comédiens, pas moins. En avant-première, je vous propose de regarder ce reportage de Georges Bégou sur ces répétitions. Georges Bégou qui participera demain à l'émission Samedi et demi, présentée par Jean-Claude Mangeot, en direct du Palais des Congrès avec Robert Hossein, Alain Decaux. On y parlera bien sûr de la pièce, mais aussi de l'histoire et de son enseignement à l'école. Mais tout de suite, un extrait de Danton et Robespierre. 9 Germinal, en 2, signé Saint-Just. Songez-y bien, une tête comme celle de Danton en fera rouler beaucoup d'autres. Je suis dans ce comité chargé des subsistances.
J'y suis pour nourrir les citoyens, non pour tuer les patriotes. Le comité de sûreté générale applaudit au texte de Saint-Just. Il y applaudit des deux mains. Danton est un chancre au flanc de la République. Je demande qu'on intervienne chirurgicalement. Et d'urgence. Un instant. Il est bien entendu, Robespierre, que l'arrestation de Danton entraîne celle de Desmoulins. Nous sommes bien d'accord là-dessus, Robespierre. Oui, Vattier. Alors nous allons tous signer, chacun son tour. Eh bien, moi, je ne signerai pas. Libre à toi. Si l'on frappe le chef des indulgents, il faut frapper tous les indulgents. Prends garde, Vadier, de ne pas confondre les coupables et les honnêtes gens. Vadier, aujourd'hui l'essentiel c'est d'en finir avec Danton. Robert Hossein, pourquoi aujourd'hui Danton et Robespierre? Parce qu'à travers Danton et Robespierre, Saint-Just, Desmoulins et Hébert et une centaine de députés de la Convention nous racontons l'histoire des hommes, la vie et la mort des hommes qui ont écrit les droits de l'homme. Parce que aussi tout le monde aujourd'hui se revendique des droits de l'homme. On les cite à tout bout de champ. Ils ne sont respectés nulle part. Et simplement, on voulait rappeler qu'il y a des hommes qui ont écrit ces articles des droits de l'homme, qui fait que si on les avait appliqués un jour, on vivrait dans un monde peut-être un peu meilleur. Donc, si vous voulez, c'est à la fois une grande fresque sur l'histoire de la Convention, de la vie et de l'affrontement de Danton, Robespierre et de tous les députés de l'époque, qui se situe à la fois sur scène, dans la salle, partout, et qui est à la fois, si vous voulez, sans complaisance, dans une objectivité absolue et totale historique, l'histoire de ces hommes et l'histoire de ces droits de l'homme. Et la Vendée? Un foutoir. Ronsin est un incapable. Ça, un général, un caporal, oui. Il passe son temps au cabaret. Ce matamor voulait tout réformer. À l'entendre, la Vendée aurait été nettoyée en une décade. Quant à Vincent, ce sans-culotte qui fait la loi au ministère de la Guerre, il couvre tout. Le général Ronsin et Vincent sont des créatures d'Hébert. Rien ne m'étonne d'un hébertiste. Ils sont en train de perdre la Vendée. Philippot, tu vas me faire le plaisir d'attaquer cette vermine hébertiste. J'ai fait un rapport au comité où je ne les ménage pas, je te le garantis. Un rapport? Mais qu'est-ce que tu veux que ça me fasse, un rapport? Mais il y en a déjà 100 000 dans les armoires du comité, des rapports. Non, tout ce que tu as vu, les excès, les pillages, l'incurie des généraux hébertistes, tu vas me faire le plaisir de l'écrire, Philippot. De l'écrire pour le publier. Et je te donne mon billet que tu seras l'auteur le plus lu de France. Avec Camille, bien entendu. Attaquer en public les chefs qui commandent en Vendée, cela risque de démoraliser les troupes. Qu'importe, c'est la paix que nous voulons. Pas vrai, Louise? Demain donc, samedi et demi, en direct du Palais des Congrès, avec dans l'ordre Danton, Robespierre et Jean-Claude Mangeot. Le temps, demain, des nuages abondants affecteront progressivement, comme disent les météorologues, les régions voisines de la Manche et de la mer du Nord. Les vents souffleront d'ouest et seront assez modérés. Ailleurs, après la dissipation des brouillards matinaux, le temps sera souvent ensoleillé. Voilà une bonne nouvelle. La dernière édition du journal vous sera présentée par Paul Amar. Et demain, c'est Léon Zitrone, en personne, que vous retrouverez ici à ma place à 20 h. Bonsoir, excellente soirée sur Antenne 2.